Destin tragique. L'affaire Clara Harris. Vengeance au volant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Destin tragique, le podcast qui explore les parcours captivants et souvent tragiques de personnes connues ou inconnues à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de Clara et David Harris, un couple qui semblait tout avoir. Mais un soir de juillet 2002, leur vie parfaite a pris un tournant dramatique. Dans un parking d'hôtel à Houston, Clara a écrasé son mari avec sa Mercedes. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'une mère de famille en arrive là ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, car l'histoire de Clara Harris commence maintenant. Notre histoire débute à Friendswood, une charmante petite banlieue située au sud-est de Houston, au Texas. Au début des années 2000, Friendswood se développe à toute vitesse, séduisant des familles de la classe moyenne supérieure en quête d'un havre de paix. Fondée en 1895, Friendswood se distingue par ses rues bordées d'arbres, ses parcs verdoyants et ses quartiers résidentiels soignés. En 2002, elle compte environ 30 000 habitants et jouit d'une économie dynamique, soutenue par l'industrie pétrolière, gazière et aérospatiale grâce à la NASA à proximité. Les habitants profitent d'un niveau de vie élevé, bien au-dessus de la moyenne nationale. À cette époque, le pays est marqué par les conséquences des attentats du 11 septembre 2001 et un fort sentiment patriotique. Cependant, à Friendswood, la vie quotidienne reste relativement paisible et protégée des turbulences extérieures. Dans ce contexte tranquille, où les activités communautaires et les événements scolaires rythment la vie des habitants, les crimes violents sont rares. C'est pourquoi l'affaire Harris viendra choquer cette communauté soudée et paisible. Voici ce à quoi ressemble un samedi matin typique à Friendswood. Sur Spreading Oaks Avenue, une des artères principales de la ville, les habitants vaquent à leurs occupations du week-end. Devant le Kroger, le supermarché local, Madame Johnson, une femme d'une 50aine d'années, charge ses courses dans le coffre de son SUV. « Bonjour Sarah !» lance-t-elle à sa voisine qui passe à vélo. « Tu vas au marché fermier ?» Oui, j'espère trouver de belles tomates pour le barbecue de ce soir. Tu devrais venir avec Tom, on serait ravis de vous avoir. Le soleil matinal baigne Friendswood de sa douce lumière. Devant le Starbucks récemment ouvert, un groupe de mères discute autour d'un café après leur séance de yoga. « Vous êtes au courant pour le nouveau country club qui va ouvrir ?» demande l'une d'elles. Il paraît que les frais d'adhésion sont astronomiques. « Oh, je suis sûre que David et Clara Harris seront parmi les premiers membres. » répond une autre. Leur cabinet dentaire marche tellement bien. Comme pour confirmer ses propos, la Mercedes rutilante des Harris passe devant le café, se dirigeant vers le parc Stevenson tout proche. Là-bas, des familles profitent du beau temps. Des enfants jouent sur les balançoires, tandis que leurs parents discutent sur des bancs à l'ombre de gigantesques chênes. « Alors, comment se passe la préparation du gala de charité ?» demande un homme à sa femme, observant Clara Harris qui s'approche. « Tout est presque prêt, répond-elle. Clara était d'une aide précieuse. Elle a vraiment le don pour l'organisation. Clara les salue d'un signe de la main avant de rejoindre David, qui l'attend un peu plus loin. Le soleil de Friendswood fait briller ses cheveux noirs, héritage de ses origines colombiennes. Ce couple incarne le rêve américain au cœur de cette communauté soudée. « Clara, chérie, dépêche-toi! Nous allons être en retard pour le barbecue des Johnson !» lance David avec un sourire chaleureux. « J'arrive, mon amour !» répond Clara en accélérant le pas, son accent légèrement perceptible malgré ses années aux États-Unis. David Harris, dentiste réputé, possède un cabinet prospère à Clear Lake, une banlieue voisine. Clara, son épouse depuis 10 ans, est une ancienne dentiste reconvertie en femme au foyer, pilier de la vie sociale de Friendswood. Originaire de Colombie, Clara a su s'intégrer parfaitement dans la société américaine, allant jusqu'à être couronnée Mrs. Columbia Houston. Lors d'une soirée entre amis, Clara partage son parcours. « Vous savez, quand je suis arrivée de Bogota, je ne parlais presque pas anglais. Maintenant, regardez-moi, je suis même la présidente du comité des parents d'élèves. »
Et tu es la meilleure présidente que nous ayons jamais eue, ajoute une amie levant son verre en signe de toast. Les Harris vivent dans une magnifique maison coloniale située dans une des rues les plus prisées de Friendswood. Leur propriété, évaluée à plus de 500 000 $, témoigne de leur réussite professionnelle et sociale. Le couple a 2 fils jumeaux, Brian et Bradley, nés en 1998. Un jour, Clara les observe jouer dans le jardin. « Les garçons, venez ici, il est temps de rentrer pour le déjeuner. »« Encore 5 minutes, maman !» Clara sourit, se rappelant sa propre enfance en Colombie, si différente de celle de ses fils. David a également une fille adolescente, Lindsay, issue d'un précédent mariage. Les relations entre Clara et sa belle-fille sont parfois tendues. « Lindsay, ma chérie, j'ai préparé ton plat préféré pour le dîner », annonce Clara un soir. « Merci, mais je mange chez une amie ce soir », répond Lindsay, évitant le regard de sa belle-mère. Clara soupire doucement, espérant qu'un jour, elles seront plus proches. Leur mariage, célébré le 14 février 1992 au Nassau Bay Hilton, semblait être l'aboutissement du parcours de Clara. Lors de leur 10e anniversaire de mariage, David lève son verre. « À ma merveilleuse épouse, Clara, tu as traversé l'océan pour réaliser ton rêve et tu as réalisé le mien, en devenant ma femme. » Clara, émue, répond « Oh, David, nous avons construit une si belle vie ensemble. Je n'aurais jamais imaginé tout cela quand j'ai quitté Bogota. » Leur vie semble parfaite, un exemple de réussite et d'intégration. Cependant, sous cette façade idyllique, des tensions commencent à apparaître. Clara, malgré son apparente satisfaction, ressent parfois la nostalgie de sa carrière de dentiste. « David, parfois je me demande si j'ai fait le bon choix en arrêtant de travailler, » confie-t-elle un soir. « Mais chérie, t'es si douée pour gérer la maison et les enfants. Ça ne te suffit pas ?» répond David, ne saisissant pas complètement les doutes de son épouse. Ces petites incompréhensions, ces désirs inassouvis, commencent à créer des fissures invisibles dans leur relation apparemment parfaite. Personne dans leur entourage ne se doute que ce couple modèle pourrait un jour faire les gros titres pour des raisons bien moins glorieuses que leur succès apparent. Un soir, lors d'un dîner entre amis, on peut entendre cette conversation. « Clara, t'as l'air préoccupée, » remarque une amie. « Tout va bien ?» Clara force un sourire. « Oui, tout va bien, c'est juste que David travaille beaucoup ces derniers temps, je le vois à peine. »« Oh, tu sais comment sont les hommes, » répond l'amie en riant. « Tant qu'il ramène de l'argent à la maison, tu ne devrais pas t'inquiéter. » Ce que Clara ne dit pas, c'est qu'elle commence à soupçonner que le travail n'est pas la seule raison des absences prolongées de David. Le printemps 2002 s'annonce comme un tournant pour les Harris. Clara sent que quelque chose cloche. David rentre tard, son téléphone ne le quitte plus et il semble ailleurs. Un jour, en rangeant son bureau, elle tombe sur un reçu qui lui glace le sang. Un bijou hors de prix, qu'elle n'a jamais vu. Son instinct s'emballe. Rongée par le doute, Clara engage un détective. Le 16 juillet, le coup près tombe. David la trompe avec Gail, une ex-patiente de 39 ans, fraîchement divorcée. Ce soir-là, l'orage éclate dans leur chambre. « Comment t'as pu me faire ça ?» hurle Clara en larmes. « Après tout ce qu'on a vécu !» David, pris au piège, bafouille. « Clara, c'était une connerie, ça voulait rien dire. » Clara oscille entre envie de tout casser et besoin de sauver les meubles. David, flippé à l'idée de tout perdre, lui jure que c'est fini. Les jours qui suivent sont un enfer. Le couple tente le tout pour le tout, thérapie conjugale, mais même là, ça dérape. « David, pourquoi vous avez trompé votre femme ?» demande le psy. « J'en sais rien, j'avais besoin qu'on s'intéresse à moi, je crois. » Clara explose. « J'étais pas assez bien ? Qu'est-ce qu'elle a de plus ?» Le psy tente d'éteindre l'incendie. On va bosser sur la communication, d'accord ? La confiance, ça se reconstruit, mais il faut y mettre du vôtre. Malgré tout, Clara n'arrive pas à tourner la page. Elle devient parano, épiant David à la moindre occasion. Le 24 juillet 2002, Clara apprend que David a un rendez-vous avec Gail au Nassau Bay Hilton, un hôtel proche de leur domicile et où ils avaient fêté leur propre mariage. Aveuglée par la rage et la jalousie, elle décide de les confronter. Ce soir-là, Clara demande à Lindsay, la fille de 16 ans de David, de l'accompagner à l'hôtel. Elle prétexte vouloir surprendre David pour une réconciliation romantique. Arrivée sur le parking de l'hôtel vers 20h30,
Clara et Lindsay aperçoivent David et Gail qui sortent de l'établissement. Clara, hors d'elle, sort de sa Mercedes argentée et se précipite vers le couple. Une altercation éclate. David, comment oses-tu? Tu m'avais promis que c'était fini. David, visiblement mal à l'aise, tente de calmer la situation. Clara, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Gail, effrayée par la tournure des événements, s'éloigne rapidement. Clara, dans un état de rage incontrôlable, remonte dans sa voiture. Ce qui se passe ensuite est d'une violence inouïe. Clara démarre en trombe et fonce droit sur David. Elle le percute violemment, l'envoyant valser sur le capot. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle fait demi-tour et revient écraser David à plusieurs reprises. Lindsay, horrifiée, hurle depuis le siège passager. « Arrête, maman, tu vas le tuer !» Mais Clara semble sourde à ses supplications. Elle continue à faire des allers-retours sur le corps de David, sous les yeux terrifiés des témoins présents sur le parking. Un témoin racontera plus tard « J'ai entendu un grand bruit, puis j'ai vu cette voiture faire demi-tour et revenir sur l'homme au sol. C'était horrible. » Après plusieurs minutes qui semblent une éternité, Clara arrête finalement la voiture. Elle sort et se précipite vers le corps inerte de David. « David, réveille-toi !» Mais il est trop tard. David Harris meurt sur le coup, son corps horriblement mutilé par les roues de la voiture. La police et les secours arrivent rapidement sur les lieux. Clara est immédiatement arrêtée, encore couverte du sang de son mari. Lindsay, en état de choc, est prise en charge par les services sociaux. Cette scène d'horreur, qui s'est déroulée en quelques minutes à peine, va marquer à jamais la vie de tous ceux qui y ont assisté et bouleverser la paisible communauté de Friendswood. L'affaire attire rapidement l'attention des médias nationaux. Les journalistes affluent à Friendswood, choqués par le contraste entre l'image idyllique de cette banlieue cossue et la violence du crime. Les chaînes de télévision nationales envoient leurs correspondants, transformant la petite ville tranquille en un cirque médiatique. Les habitants de Friendswood, habitués à leur vie paisible, se retrouvent soudain sous les projecteurs. Les voisins des Harris sont assaillis de questions, cherchant le moindre détail croustillant sur le couple, en apparence parfait. « Ils semblaient si heureux », déclare une voisine à une caméra de CNN. Qui aurait pu imaginer une telle tragédie ? Le procès de Clara Harris débute le 13 janvier 2003 au tribunal du comté de Harris, à Houston. L'affaire captive le public américain, mêlant amour, trahison et violence dans un cocktail explosif digne d'un film hollywoodien. L'avocat de Clara, George Parnham, plaide la folie temporaire, arguant que sa cliente a agi sous le coup d'une émotion violente après avoir découvert l'infidélité de son mari. Clara Harris était une épouse dévouée et une mère aimante, déclare Parnham dans sa plaidoirie d'ouverture. Elle a été poussée à bout par la trahison de l'homme qu'elle aimait plus que tout. Le procureur, Mia Magness, brosse un portrait différent de l'accusée. Clara Harris a délibérément utilisé sa voiture comme une arme pour tuer son mari. C'était un acte prémédité de vengeance meurtrière. Le témoignage le plus poignant est celui de Lindsay, la fille de David Harris, qui était dans la voiture au moment du crime. Sa voix tremblante résonne dans la salle d'audience. « Je hurlais à maman d'arrêter, mais elle continuait à écraser papa encore et encore. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. » Le jury entend également le témoignage de Gail Bridges, la maîtresse de David Harris. Elle décrit leur relation en disant « Au début, c'était juste amical. Je ne savais pas qu'il était encore marié. » Elle partage également ses sentiments sur la nuit tragique. « Quand j'ai vu Clara arriver, j'ai compris que ça allait mal tourner. Je ne voulais pas que cela se termine ainsi. » Gail évoque aussi ses espoirs. « Je croyais vraiment qu'il allait quitter sa femme pour moi. » Après 2 semaines de procès et 8 heures de délibération, le jury rend son verdict le 13 février 2003. Clara Harris est reconnue coupable de meurtre et condamnée à 20 ans de prison. La sentence divise l'opinion publique. Certains estiment qu'elle est trop clémente, tandis que d'autres y voient une juste punition pour un crime passionnel. L'affaire Clara Harris continue de captiver l'imagination du public américain, donnant naissance à une multitude de livres, de documentaires et même un téléfilm. Mais au-delà du sensationnel, elle nous pousse à réfléchir. Qu'est-ce qui peut amener une personne à franchir cette ligne si fine entre l'amour et la haine ? Comment la trahison peut-elle transformer une vie apparemment parfaite en cauchemar ? Doit-on pénaliser l'infidélité en voyant les ravages qu'elle produit ? La maîtresse de David Harris est-elle aussi coupable que lui en ayant continué cette relation adultère après avoir appris que David était encore marié ? Comme le disait si bien Chateaubriand,
On pardonne aisément à l'ennemi qui nous blesse, mais jamais à l'ami qui nous trahit.